Bah, écoutez, nous sommes dans un cas de procès anormal. Si tout était fait dans la sérénité, nous n'aurions pas eu le résultat qu'on a eu hier. J'ai écouté l'avocat, j'ai écouté ses confrères hier. Il a dit tantôt que la disposition du Code de procédure pénale n'est jamais appliquée en matière de flagrance. Mais je veux dire que dans le cas de M. Adjavon, c'est cette procédure qui a été suivie. Moi, je ne la connaissais pas. Je découvrais, j'ai dû lire pour comprendre de quoi il s'agit. Il a dit que c'est une procédure correcte, c'est dans le cadre de la correctionnelle, une procédure de flagrance. C'est-à-dire que c'est un flagrant délit qui est présenté devant le juge. Mais la loi dit, et vos confrères ont cité l'article 402, qui dit que quoi? Et c'est ce que vous avez dit tantôt, que c'est immédiatement, la procédure de flagrance est appliquée, c'est-à-dire on met en œuvre la procédure dès la fin, dès le début, c'est-à-dire le lendemain. S'il n'y a pas de procédure, s'il n'y a pas d'ouverture de procédure le lendemain, ça va être au moins dans les 72 heures. Au-delà, ça devient autre chose. Et c'est là où le juge ou le procureur intervient. Parce que j'ai cité le cas de moi aussi, Jean-Baptiste. Je ne le dis pas pour lui faire plaisir, il est à la retraite et je pense qu'il passe sa retraite correctement. Mais je veux dire que le juge, c'est-à-dire le procureur, a une très lourde responsabilité. Il avait plusieurs choix. Ce n'était pas le choix de faire directement devant lui qui était le seul. Il pouvait passer par l'instruction. Il n'a pas voulu passer par l'instruction, nommer un juge d'instruction pour instruire l'affaire, le juge des libertés, pour pouvoir faire la chose. Il a voulu décider tout seul. Et en le faisant, normalement, la présomption d'innocence devait plaider pour le prévenu. Lorsqu'on dit que Métonio n'est pas n'importe qui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans et qui a une réputation. Et cette réputation doit peser dans le choix que le procureur doit opérer, soit de l'inculper ou de ne pas l'inculper. Donc, quelqu'un qui a eu une vie aussi lisse ne peut pas subir le sort qu'on a connu. C'est ça qui gêne les démocrates. Que quelqu'un comme ça, qu'on ne le présume pas innocent, on est allé jusqu'à perquisitionner chez lui et à prendre comment on appelle, des titres de propriété. Et après ce que j'ai pu entendre hier, les avocats ont pu dire, nous mettons en jeu le titre de propriété pour pouvoir obtenir sa liberté. Il bénéficie. C'est le cas de quelqu'un, mettons, qui est allé directement devant la BEF après une convocation. Qu'est-ce qu'on craint dans ce pays? On a la possibilité de retenir son passeport. On a toutes les possibilités parce que l'exception doit être la détention. Et la règle doit être, j'allais dire, la liberté. La liberté. Mais on n'a pas fait ça. On s'est dit, tout s'est passé comme s'il y avait une machine qui devait broyer Métonio, qui devait l'humilier, qui devait intimider tous ceux qui osent dire des choses ici. Mais c'est peine perdue. Parce que nous avons déjà accepté, nous avons déjà tout tenté dans ce pays. Le régime dictatorial, on l'a connu. On ne peut plus revenir. Est-ce que la liaison que vous faites là n'est pas malheureuse? Non, elle est heureuse. Non, le régime dictatorial, c'est-à-dire où quelqu'un dit qu'il est fort contre tout le monde, on l'a déjà vécu ça. Et ça n'a pas marché. Et nous avons vaincu ça. Moi, je dis que les peuples du Bénin ont vaincu ce genre de régime parce qu'ils se sont soulevés pour dire non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons la démocratie. Donc, dans un système comme ça, un personnage comme Métonio, dont on dit qu'il n'est pas n'importe qui, non pas pour le glorifier, mais parce qu'il a une vie. Et le procureur aurait dû tenir compte de ça. Aurait dû tenir compte de la capacité qu'il a de se faire représenter. Aurait pu saisir son passeport et le présenter en homme libre pour qu'il puisse assurer sa dépense normalement. Mais tout a été fait comme pour dire, oui, des gens comme Métonio, les voilà, ils sont aussi sales que les autres, ce qui est faux. Donc, je m'inscris en faux contre la manière dont le procès a été conduit et je dis que le procureur avait le choix. En choisissant de le renvoyer au 19, et c'est ça qui est plus grave, il y a violation et je veux que monsieur l'avocat au moins me donne acte de ce que je dis, il y a violation du Code de procédure pénale
Parce que la procédure de flagrance, c'est une procédure qui est rapide. Il faut dénouer ça rapidement. On ne peut pas renvoyer ça dans les 19 jours. Et les calculs sont déjà faits parce qu'on sait le juge qui sera là dans les... J'en parlerai lorsque je mènerai mes enquêtes. Ok. Que Monsieur Folly se calme et s'apaise. Oui. Parce que ce qui est dangereux dans ce pays, c'est que tout le monde se mêle de tout. Quand il y a flagrant délit, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut juger le lendemain. Ce n'est que en cas de placement sous mandat de dépôt que le flagrant délit doit s'accompagner d'une comparution immédiate. C'est ce qui aurait dû être fait tous les jours pour tout le monde. Voilà. Ça a été fait exceptionnellement dans le cas, et je vais dire de manière inédite, dans le cas de la procédure de Sébastien Ajavon, oui. Mais c'est une question de fabrique. Ça, c'est une technique qui nous est chère et on pousse tous les jours pour y arriver. Technique chère aux avocats, ça? À certains avocats, dont nous. Mais ce qu'il faut constater aussi sur le terrain, c'est que tous les jours, le cou est tordu à cette obligation légale de comparution immédiate, cou tordu parce que le personnel n'est pas disponible, parce que... Non, je vous en prie. C'est-à-dire que... Mais j'ai rien dit, monsieur l'avocat. Pourquoi vous défendez le diable? Vous avez pouffé de rire. Ah oui, ben... Vous avez pouffé de rire, un peu comme pour dire qu'on peut organiser ce genre de procès tous les jours. Non, honnêtement, non. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que les habitudes de la maison, en raison du manque de disponibilité, c'est d'allonger les délais de renvoi. Et c'est vrai que c'est devenu une technique de répression du parquet. Je ne suis pas en train de couvrir. Mais le dispositif, non, je ne couvre pas. Parce que quand on veut mener un combat, il faut le mener habilement et adroitement. Voilà notre code de procédure pénale. Avec, sur ce plan, une plaie que je ne cesse de dénoncer. Il a fallu qu'on se batte pour avoir ce code de procédure pénale parce que le code d'instruction criminelle était plus expéditif. Le mandat de dépôt entre les mains du procureur, c'est ça qu'il faut déjà corriger. Mais ceci étant, quand vous avez un code de procédure pénale appliqué par des gens que vous trouvez mal intentionnés, qui ont été nommés par des gens que le peuple a lui-même choisi, il y a une question de légitimité et personne ne peut se substituer au procureur. C'est lui qui a seule qualité d'apprécier l'opportunité des poursuites et de prendre les mesures que lui seul estime utiles à la manifestation de la vérité et à la conduite du procès. Il n'y a qu'un seul arbitre sur le terrain. Oui. S'il vous plaît, c'est important. Il n'y a qu'un seul arbitre sur le terrain. Quand on n'est pas content de lui, on peut le changer. Mais si tout le monde... Qui va le changer? Ouais, écoutez, c'est un système pyramidal. Ah bon, merci. C'est un système pyramidal. Donc, le combat n'est pas à l'émotion, même s'il est légitime. Le combat est à la vigilance et à la pertinence des choix qui sont opérés. Pertinence. Quand on est dans un procès aussi grave, impliquant des personnalités d'une telle importance, on ne prend pas les mesures à la légère. On fait en sorte d'être aussi juste que possible. On ne peut pas évoquer l'argument du manque de personnel pour justifier le fait qu'on repousse. C'est trop gros grave. C'est important que nous sachions rétablir l'équilibre. Parce que ce que dit le doyen est très grave. Ça veut dire que les nombreux justiciables qui pâtissent de ces dysfonctionnements ne doivent pas préoccuper parce que nous avons des grosses cylindrées qui de temps en temps apparaissent. Qui parle de ça? Non, qui attends, parle de grosses cylindrées? Pourrait prêter à confusion. Le fait qu'on ne puisse pas fonctionner de cette manière est déplorable et nous, au quotidien, on le déplore tous les jours. Et ce n'est pas parce que l'on peut avoir des griefs à l'encontre d'une autorité qui a fait un travail que nous n'apprécions pas, qu'on ne peut pas reconnaître les réalités du terrain. Je suis le premier à reconnaître qu'il y a cette instrumentalisation et nous assistons aussi au quotidien dans l'anonymat à des dossiers dans lesquels les charges sont beaucoup plus lourdes et que le procureur use de sa faculté de temporiser. D'accord? Donc, ne nous trompons guère de combat. Il n'y a pas de procureur dans la République. Il n'y a qu'un seul procureur. Quand il y a un match qui se joue, que l'arbitre est sur le terrain, c'est lui
qui siffle ou non les hors-jeux, les pénaltys. Je vous interromps. Dans un régime d'exception. Mais c'est-à-dire que l'avocat d'exception. semble dire, voilà, nous avons des situations qui sont tout à fait graves, mais il faut comprendre que le procureur est. Il est quoi? Non, Il est simplement un représentant, entre autres, de la justice. Il est chargé de dire le droit. Moi, je dis, il y a une lourde responsabilité qui pèse sur lui et qu'il en prenne conscience. C'est tout ce que je dis. Et pour que le mieux arrive, il faut que chaque acteur ait conscience de ce que le combat dont il s'agit ne doit pas être un combat d'émotion, d'émotivité. Parce que les prises de position et les rois de mon ami Edouard Folly font penser que le débat doit être pour ou contre Maître Yoon ou pour ou contre le fonctionnement de la justice. S'il est vrai ou vraisemblable que M. Laurent Maître Yoon, par son combat, dérange le gouvernement qui a toujours eu des réactions un peu violentes et brutales contre tous ceux qui s'élèvent contre, il n'en demeure pas moins qu'il y a un biais facile, celui de la recherche des poux dans les cheveux de quelqu'un qui a des cheveux. Alors, on va se calmer et il vaut mieux réfléchir et aviser de manière pertinente plutôt que de mettre de l'eau à du moulin. Si des gens comme Maître Yoon sont capables de comparaître aujourd'hui pour corruption, il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème et il faut alors tout remettre à plat. Parce que Maître Yoon est de ceux qui ont toujours accusé la mauvaise gouvernance, la corruption dans le pays. S'il en vient que lui aussi, c'est-à-dire doit comparaître pour faire de corruption, il y a un problème. Et je dis alors que c'est tout le monde qui doit jouer de la transparence. Je dis que le combat pour la transparence commence vraiment maintenant. Et que les gouvernants qui sont là sachent que nous sommes en train de les surveiller. Et que sur tous les dossiers de la nation, il convient d'être aussi transparent que possible. Parce que maintenant qu'on accuse de corruption aujourd'hui n'est pas le plus corrompu de la République. Moi, je veux dire que tous les dossiers qui exigent des commissions, ce qu'on appelle des rétrocommissions, on doit les remettre sur la place publique, sur la table. Que les prévenus se sont eux-mêmes jetés dans la gueule du loup, pour reprendre la session. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Fuir dans le coffre d'une voiture ou faire autre chose? Je crois que Maître Yoon, c'est un homme de courage qui a prouvé, à partir de ce qui lui est arrivé, que il faut faire face à la justice, pour montrer que la justice n'est pas toujours juste. Et vous concluez? Ma conclusion, c'est qu'il faut continuer de croire à la justice de notre pays, et aux hommes qui l'animent, et à leur capacité de rester indépendants. Parce que la justice est rendue au nom du peuple béninois. Merci à vous, Vincent.